Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Louis, mais également de Julien. Nous allons parler du studio parisien Eggball et également de leur dernière production, Jazz Trump's Journey. Bienvenue dans Extra Life. On va attaquer direct alors par vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes tous les deux cofondateurs de Eggball, donc avec une troisième personne. Donc comment vous partagez les rôles déjà? Alors, les rôles sont divisés par nos profils, tout simplement. Donc, il y a Louis qui est le directeur artistique. Okay. Il y a Nicolas qui est le directeur éditorial, donc c'est lui qui réfléchit à tous les concepts des jeux. Et moi qui m'occupe donc de toute la partie gestion d'entreprise, on va dire au sens un peu plus large, savoir où on va et un petit peu organiser les équipes et les productions. Okay. Le studio a été créé début 2010. Oui, en mars. Est-ce que vous aviez travaillé auparavant dans le jeu vidéo? Quelles sont vos expériences passées? Alors, on vient tous les trois du jeu vidéo. On a eu une formation en art appliqué avec une spécialité jeu vidéo. Donc, on a été à la même école. Donc, c'était l'ISA. La même promo. Voilà, même promo. Et on a eu tous les trois des parcours différents, toujours dans les mêmes profils que j'ai précités tout à l'heure. Donc, game design, production graphique, etc., etc. Par différentes sociétés. Donc, Eugène System, Ubisoft, Mindscape aussi. Okay. Voilà. Mais Louis peut-être ajouter aussi sur la partie prod, où là justement c'est lui qui a bossé le plus sur Ubi. D'accord. Ouais, moi j'étais sur Red Steel 2, donc il y a eu d'autres versions, mais entre temps j'ai été coupé, on va dire, par Eugène System pendant un an, où je travaillais sur Ruse en fait. Ouais. Et après je suis revenu en fait sur Red Steel 2 pour le finir. Ouais. C'est une production très compliquée, celle-là en plus en interne, parce que la direction artistique a changé plusieurs fois, c'était chaud. Ah, comment ouais. Ouais, exactement, c'était assez sport en fait. Mais bon, c'est aussi très formateur, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. Et en plus, on avait la Wiimotion Plus, machin, donc c'était nouveau, machin, donc c'était assez intéressant en fait de travailler là-dessus. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à fonder Eggball? Est-ce qu'il y avait, alors c'est souvent la question que je pose, est-ce que vous l'avez créé pour bosser ensemble ou est-ce que vous aviez déjà un projet en tête? Alors, je pense que là je vais plus parler de moi parce que c'est vrai que c'est pas une discussion qui est réellement venue entre nous. Mais moi j'avais pour volonté depuis le début de monter mon propre studio de prod de jeux et depuis le début je savais avec qui je voulais bosser puisque j'avais eu les mêmes études qu'eux, je l'avais suivi leur parcours depuis longtemps. Après Nicolas avait la même volonté aussi de monter sa propre boîte et donc on a tous les deux, moi et Nicolas, forcé Louis à venir nous rejoindre. Ça n'a pas été très compliqué parce que voilà, on s'entendait tous les trois très bien. Et on a déjà travaillé ensemble, en plus sur le projet étudiant. Voilà, donc on savait tous les trois comment on bossait. Donc ça s'est fait un petit peu de manière naturelle, tous les trois. Et donc non, franchement, ça s'est fait. C'est vrai que je sais pas si c'est vraiment tous les étudiants dans le jeu vidéo, je sais pas quoi, mais généralement tout le monde a envie de monter un peu son truc, faire ses jeux, etc. Voilà, nous l'a fait. Ouais, on l'a fait, on est plutôt contents. Et ouais, je rebondis sur ce que dit Louis, c'est comme tout étudiant, on a envie de mettre notre patte sur les jeux et de dire voilà, moi je fais quelque chose de peut-être différent ou d'innovant et c'est ce qu'on essaye de faire dans tous nos jeux, essayer toujours de rajouter un petit truc, pas forcément révolutionner le jeu, mais rajouter une petite touche qui nous appartient et qui fait que c'est notre jeu et qu'on reconnaît que c'est Eggball. Voilà. Du coup, quand vous avez monté Eggball, est-ce que vous y avez déjà un projet en tête? Une idée de jeu, un truc qui peut-être que vous en discutiez depuis longtemps? Alors avant de monter Eggball, on ne pensait pas forcément à des concepts de jeu et voilà. Par contre, dès qu'on s'est dit oui, on lance notre boîte, là on est tout de suite rentré dans un schéma vraiment d'entreprise avec réflexion de concept, une boîte à idées et puis tout le monde pond des idées comme ça et on voit sur quoi on rebondit. C'est vrai qu'il y avait aussi l'iPhone en fait. Au moment où on l'avait ouvert, c'était vraiment au lancement où la vague de l'iPhone commençait à arriver. Elle n'était pas encore superposée, mais on sentait que ça allait venir. Donc Angry Bird n'était pas encore super connu, pour dire. Et donc c'est vrai que bon, c'est un nouveau terminal, il fallait qu'on
qu'on essaye de voir comment elle marche, etc., etc. Donc on vient d'expériences différentes de d'autres boîtes et tout ça. Donc tout de suite, c'était plus du tout la même chose. Donc on était un peu obligé de poser des choses. On n'avait pas vraiment un projet en tête ou quoi. Mais par contre, tout de suite, le format choisi, ça a été mobile. Vous n'avez pas pensé à faire des jeux XBLA ou PSN ou le modèle économique était vraiment basé sur le dématérialisé. D'accord. Parce que c'était la vague qui arrivait. On voyait très bien dans nos boîtes différentes que le marché en retail, donc en boîte, commençait à chuter. Donc on s'est dit il faut y aller maintenant ou jamais parce que sinon ça va être trop dur de vraiment décoller. On part avec les mêmes équipes, enfin au même niveau que tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Donc c'est pour ça que vraiment on s'y est lancé. On a peut-être accéléré les choses justement par rapport à cette évolution du marché. L'idée c'était d'arriver sur du démat. Donc on a commencé sur l'iPhone parce que plus facile de publier. D'accord. Mais vraiment on va arriver, et comme on avait envie depuis le début, sur des plateformes un peu plus conséquentes ou on va dire un peu plus gamer. Donc voilà. Donc sur de la PlayStation Vita, sur de la PS3 peut-être à terme. Voilà, vraiment toujours en dématérialisé, mais sur des plateformes un peu plus conséquentes de joueurs, on va dire. Ok. Alors vous avez fait Eggball, donc créé en 2010, aujourd'hui on est début 2012, et vous avez quand même fait 9 jeux en tout, c'est pas mal, en si peu de temps. Et le tout premier, je prends mes petites notes. Mais non. Et le tout premier est un shoot, Bowie The Strong Warrior, donc qui est sorti le 13 avril 2010. Alors pourquoi un shoot et quelles sont vos références dans le shoot? Ah, il y a 2 ans. Oui, quand même, il y a 2 ans. Pourquoi du shoot? Parce qu'on voulait un jeu facile d'accès, le format s'y prêtait parfaitement, format d'écran assez wide, et que à cette époque, donc on y avait réfléchi en décembre 2009 par là, il y avait le jeu où tu changes Ikaruga, voilà, qui nous avait vraiment attiré, qui nous avait plu, et donc qui était vraiment notre grosse référence pour ce titre-là. Voilà, parce qu'il y avait une dualité et que nous c'est ce qu'on a voulu ajouter dans Bowie, parce qu'en fait il y a la possibilité de jouer sur un shoot classique. Mais aussi de faire des coups au corps à corps, donc il n'y a certes qu'un coup, mais tu peux très bien aller te fighter sur un ennemi au corps à corps pour justement forcer le joueur à aller sur tout l'écran et utiliser la technique qu'il préfère. Bien. Voilà. Ensuite, vous avez développé Woolly Factory, donc en mai 2010, qui est un match 3, très très joli. Donc, merci. A priori, c'est celui qui a mieux marché de tous vos jeux. Oui, okay. C'est celui qui a le mieux fonctionné sur tous les territoires où on vend le jeu. Étonnamment, énormément en Asie. Donc voilà, on regarde les scores et on voit que il y a plein de il y a plein de scores mais hallucinants, genre à des millions et des millions de points. On fait des tests avec des gamers et à chaque fois les Coréens, voilà. En un jour, on a vu que les scores étaient complètement explosés avec la Corée, enfin toute l'Asie. Mais voilà, c'est celui qui a le plus fonctionné. On a voulu vraiment essayer de changer. Là, notre idée, c'est ok, le match 3, tout le monde aime ça, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir faire quelque chose de différent ou d'innovant? C'était sur la partie graphique. On en avait marre de jouer avec des diamants, des rubis, enfin ça, voilà, on en a vu et revu et ça nous a juste saoulés. Donc il y avait cette partie-là. Et l'autre partie qui était qu'on voulait un jeu arcade pur, vraiment rapide. Et donc là, l'idée, c'est qu'on n'attend pas, par exemple, que le bloc soit explosé pour pouvoir bouger un autre. Et donc ça donne un jeu hyper speed, ce qui plaît énormément du coup aux Coréens. C'est le côté multipoint en fait. On a profité de la technologie de l'iPhone qui permettait d'avoir plusieurs points d'affilée pour justement enchaîner alors qu'on n'avait pas encore fini vraiment. Voilà, c'était vachement plus arcade en fait. Okay. Donc clairement. Et du coup, c'est un titre qui est sorti il y a 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez un petit peu à bosser dessus, à faire des updates? Ça se passe comment? Ou alors là, il est mis de côté, c'est dans le passé? Alors aujourd'hui, on continue de le faire évoluer, pas en update, mais de le faire vivre différemment, parce qu'aujourd'hui, il fonctionne, il plaît, mais on réfléchit à un 2. Ah, okay. Mais un vrai 2 qui va y aller assez fort. Donc voilà, mais on préfère prendre le temps de voir ce qui sera le mieux pour faire une vraie évolution en fait. Ok. Alors vous avez sorti 2 jeux, on va pas tous les citer, mais il y en a un qui est assez, c'est le 3e d'ailleurs, qui est assez rigolo, qui s'appelle Table Tennis Soul Tournament. Ouais. Donc c'est un jeu
de ping-pong sur iPad. Ouais. Qu'il est trop bien. Et on joue avec ses iPhones. Donc les iPhones servent de raquette. Donc on télécharge une petite application gratuite sur iPhone et on peut jouer ensuite au jeu qui lui est payant sur iPad. Non. Non, il n'est pas payant, il est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Allez le télécharger. En tout cas, c'est une bonne idée. Est-ce que ça a pris? J'ai vu là, vous avez fait plein de vidéos qui étaient très rigolotes de promo. Et ça a pris? Est-ce qu'il y a eu un Alors, on a eu énormément de téléchargements. Ça a été difficile dans le sens où très vite on a eu la remarque. Oui, mais pour jouer, on est obligé d'acheter et un iPad et un iPhone. Ça va nous coûter plus cher qu'une nouvelle console. Oui, mais non. L'idée, c'était vraiment d'acheter le jeu. C'est un jeu iPad et uniquement iPad. Sauf qu'on vous donne la possibilité, en plus de vous amuser avec tous vos amis qui ont tous un iPod Touch et un iPhone, de vous réunir à 4 sur la plage, sur une terrasse de café, où vous voulez, et vous faites une petite partie de ping-pong arcade, mais vraiment arcade pure. Et donc c'était vraiment dans cette idée de liberté, mais sur un jeu iPad. Et donc on a eu des retours difficiles peut-être au début, et au final quand même beaucoup de téléchargements parce que certes il est gratuit et que en plus de ça, le concept est super drôle et ça marche à tous les coups. On a une petite anecdote quand même, c'est que Apple France a commencé à voir Eggball. Grâce à Apple US qui parlait justement de table tennis. Donc après quand ils sont venus nous voir, ils disent ah ouais on a parlé de vous à partir d'Apple US. Donc en fait il y avait un lien comme ça, un peu comme ça. C'est un succès vraiment genre à travers le monde. C'est ça. Donc on a eu plusieurs centaines de milliers de téléchargements, donc non c'est cool. On est content. Bon, ensuite vous avez sorti A Moon for the Sky qui est un jeu où on dessine comme on en voit pas mal sur iPhone, iPad et sur smartphone en règle générale. La première copro qu'on a fait. C'était avec un autre studio? Avec Bulkypix en tant que coproducteur et donc qui distribuait le jeu. Bulkypix qui est aussi l'éditeur donc, de Jazz. Et donc vous travaillez depuis en fait Alors on a 3 titres qu'on a sortis avec eux, donc il y avait Moon for the Sky, The Pirate King et Jazz, où on a travaillé en copro sur les 3 prods avec eux. Et en fait je reviens sur Moon for the Sky parce que on avait marre de Doodle Jump. Il nous agaçait avec sa trompette sur le nez. Tous les jeux. Tous les jeux iPhone. Et non, mais on voulait justement casser les habitudes qu'on avait avec Doodle Jump où on jouait avec l'accéléromètre de l'iPhone qui pour nous n'est pas une appréciation de jeu très agréable. Donc on s'est dit ok, réfléchissons à un même principe de jeu. Mais un gameplay complètement différent. Et donc là, on a fait un espèce de trampoline pour monter son objet. Donc en gros, au lieu de bouger son objet pour qu'il saute de plateforme en plateforme, on dessine la plateforme pour le faire monter. Et donc c'est des petites trampolines C'est des petites trampolines qu'on dessine. Il y a un autre jeu là, qui vient tout juste de sortir, qui est basé sur le même principe, qui s'appelle Penguin Palooka, qui est fait par Polar Beat, qui réemploie la même mécanique. Ils nous ont copié. Juste après, il y a Missile Kawaii qui est sorti, donc qui est basé sur un album. Donc c'est bizarre, c'était un jeu promotionnel pour la promotion d'un album de musique. C'est ça. C'était un laser game en fait. Missile, c'est le nom de l'artiste. Missile sortait un album. On a été amené à être en relation. C'est une artiste française qui est passée à No Life. Ah ouais, ok. Moi, je suis vraiment sur la partie jeu, pas sur la partie musique. Et donc voilà, qui est une DJette française, donc sur de l'électro, et elle a sorti donc un album à la période de la sortie du jeu. Et donc son concept à elle était de mixer vraiment tout ce qui était jeux vidéo, son, musique. Enfin voilà, il y avait vraiment une volonté manga pixel, tout ça. Une volonté poussée dans ce. Elle avait un concept global et du coup le jeu rentrait dans son concept et donc on a fait le jeu officiel de son album. Très bien. Et juste après, vous avez sorti Hamtaro, donc qui est le premier jeu Hamtaro sorti sur smartphone avec la licence officielle. C'est ça. Et donc qui lui aussi est un match 3. Ensuite, vous avez sorti The Pirate King, qui est un jeu de stratégie free-to-play. Un jeu de combat-gestion. Un maille brut, on va dire avec l'avantage par rapport à maille brut qui est qu'on peut gérer l'évolution de son personnage, à l'inverse de maille brut où c'est automatique en fonction de son score et de son évolution. On obtient plus d'armes ou autres. Là, non, tu vas choisir ton évolution.
Après, vous avez sorti Patchworld, qui est déjà un jeu, qui est un mot que je trouve visuellement magnifique. Pour moi, c'est vraiment le gros truc. Et ensuite, c'est tout simple. C'est plutôt pour les gamins. Pour les gamins, c'est absolument génial. Donc, on dessine, on trace genre sur des formes prédéterminées, et ensuite ces formes ou pas. Oui, c'est vrai qu'on peut ensuite se lâcher un petit peu. Et à la fin, tous ces petits schémas en fait vont créer un dessin, une animation qui, justement, c'est un petit peu la magie pour le gamin, qui vient de faire plein de petits traits et tout prend vie et prend forme genre à la fin. C'est ça. Et c'était vraiment très réussi. Et pour les gamins, c'est juste génial. Et là, vous êtes passé maintenant carrément à autre chose avec Jazz. Donc vous revenez, là c'est jeu de plateforme genre pur, assez hardcore l'air de rien, puisqu'il y a toute une partie exploration, il y a une partie puzzle puisqu'on peut figer le temps, et également il y a tout un contexte qui est celui des années 20, celui du jazz. Donc je crois que tu as participé, tu as bossé un petit peu sur le scénario aussi, pas seulement sur la DA. Alors pourquoi avoir décidé de faire quelque chose dans l'univers du jazz et des années 20 ? En fait, c'était plus... c'est venu un peu comme ça. On a un peu cette chance quand même, en tant qu'indépendant, de se dire, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu ? On a un peu cette possibilité-là. Et donc, c'était un matin, j'avais donc Louis Armstrong dans les oreilles, et je me suis dit, mais en fait, j'aime bien le jazz, pourquoi ne pas tenter de faire un truc sur le jazz? Je rajoute sur le fait que pendant A Moon for the Sky, tout le monde chantait Fly Me to the Moon. Et du coup, ça nous a vraiment attirés sur le jazz, et de là aussi est venue la réflexion sur le jazz. Donc aussi, c'est vrai. Voilà. Et donc en fait, c'est plus l'idée du le jazz, faisons un jeu dessus. Vers quoi on va, qu'est-ce qu'on fait, donc j'ai fait pas mal de recherches, et tout de suite la Nouvelle-Orléans, tout de suite Louis Armstrong, c'était forcément celui qui m'a un peu lancé sur le projet, donc donc c'est un peu né comme ça, quoi. D'accord. Et clairement ce que je voulais c'était le contexte du jazz, c'est-à-dire pas forcément faire un jeu de jazz, quoi. C'est pas un guitar héros du jazz, non, c'était vraiment raconter un univers de l'époque en fait. Clairement, il y avait beaucoup de choses à faire qui n'a pas été fait d'ailleurs. Un jeu sur le jazz, un héros noir, là on a tout fait. Ensuite, les inspirations au cinéma muet. Donc vous reprenez les petits cartons interludes avec les textes. Il y a aussi des effets vieilles pellicules à l'écran. C'est ça. On a gardé quand même des hommages à tout ce qui est de l'époque. Sans pour autant être un jeu de l'époque. Voilà. Moi, ce que je cherchais, c'était quand même le côté quand même original et innovant qu'on a toujours fait en fait pour Eggboll. Et je me suis dit aussi, en 2012, quelqu'un qui a un iPhone 4 n'a pas forcément envie d'avoir un jeu en noir et blanc. Il a envie quand même que ça pop, que ce soit visuellement attirant et tout ça. Alors qu'en noir et blanc, tout de suite, on va faire c'est bien au début, c'est une bonne idée, mais après, ça devient noir et blanc, quoi. C'est pas intéressant. Donc moi, ce que je voulais, c'était quand même avoir un espèce de renouveau et de le mettre un peu au goût du jour, quoi. Voilà. Tu me disais un petit peu avant qu'on tourne l'émission que tu avais été inspiré par The Artist. Donc, et donc, du coup, est-ce que le film t'a influencé par rapport au jeu ou à son contenu? En fait, à la sortie du film, on était un peu en production de jazz. Donc clairement, j'ai fait, faut que je le voie. Et donc, je suis allé le voir. Et clairement, à la fin du film, en fait, je me suis dit, mais ah oui, au niveau des textes, parce que c'est surtout ça qui rythme en fait les films muets, parce que en fait l'acteur il fait beaucoup d'actions. Et après il y a un bout de texte mais qui dit beaucoup de choses au final et tout est condensé. Donc sur tout ce qui s'était passé, voilà. Donc il y a pas mal de réajustements au niveau des textes en fait pour bien rythmer comme à l'époque. C'était surtout ça qui m'a vraiment popsé au niveau du film. Et donc c'est là où j'ai fait pas mal de retouches. Mais après sur l'ambiance, tout ça, les sons et tout ça, donc là c'est plus avec Sylvain Elio de la bande de son. Et c'est la musique qu'on va bientôt entendre d'ailleurs, qui est magnifique et qui a été réalisée donc c'est jusqu'à maintenant au début. Donc depuis la création du studio, vous avez bossé avec Yubaba très souvent. Et donc là vous avez travaillé avec un des deux musiciens qui fondait Yubaba, qui a créé sa structure et qui a fait les musiques du jeu. Et donc et a pris les musiques. Donc ça a été fait sur quoi? C'est des vrais instruments? C'est des vrais instruments. On a fait des enregistrements dans un studio de son avec des vrais musiciens. Combien de musiciens? Ils étaient 5, si mes souvenirs sont bons. Trompetiste, bassiste, il y a le piano, trombone. Il y avait le trombone, pianiste. J'ai compté ça. Et le batteur. Percussionniste. Ouais, batteur. Ça fait 5.
Voilà, on était 5. Ce qui fait qu'on a une qualité de son mais géniale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on a fait des pré-maquettes en MIDI. Ouais. Donc le MIDI, c'est des faux instruments sur clavier. Enfin, tout est en numérique. Et on est passé sur des vrais instruments. Et là, mais c'est juste magnifique. On a le vrai grain du son des instruments avant, où vraiment le son là-dessus, on voulait. Et on a vraiment réussi à faire un truc qui nous plaît et qui correspond vraiment à ce qu'on voulait. Et merci justement à Banque de Son parce qu'ils ont fait un boulot magnifique, quoi. Parce qu'en fait, du coup, lorsqu'ils ont écrit les partitions, donc il y avait les maquettes MIDI, et ensuite est-ce qu'il y a eu de l'improvisation en fait, un petit peu, genre au moment de l'enregistrement ou pas du tout? Ah si, j'y étais là en fait. Ouais. J'y étais en tant que directeur artistique, et donc j'aurais dit lâche-toi. Surtout la trompette, parce que clairement c'était le personnage, etc. Je lui dis alors lâche-toi, fais comme à l'époque. Il me disait ouais, je fais ça comme ça, je fais comme à l'époque. C'était un peu sale, alors tu le fais. Ok. Voilà. Et donc ils ont dit ok, t'aimes bien les trucs sales? Oui, j'aime bien les trucs sales. Voilà, donc je leur demandais aussi parfois de genre le tromboniste avec le trompettiste, de jouer ensemble et de faire un truc entre eux, quoi. Et donc ils se sont lâchés, etc. Et vraiment c'est pour que parce que le jazz c'est un peu ça en fait, c'est pas mal d'impro, tout ça. Et donc moi je voulais ça, et clairement j'aurais dit lâchez-vous, quoi. Et du coup, dans le jeu, vous avez comptabilisé, il y a combien de minutes de musique Le mieux sera d'attendre l'album. Il y a l'album qui va sortir. Oui, l'album va sortir d'ici quelques temps. Et donc le nombre de minutes, je pense que, je sais pas exactement, mais on est peut-être à 40 minutes facile. Je pense qu'on est facilement à 40 minutes, ouais. Donc c'est un jeu de plateforme. Est-ce que vous avez eu également des inspirations par rapport à d'autres jeux de plateforme, alors que ce soit sur mobile ou sur des classiques, quoi? C'est vrai que pas Mario. Bien sûr. C'est quand même un Mario-like, quoi, dans l'idée. Donc c'est vrai qu'on avait aussi pas mal d'éléments de réflexion, un peu comme Braid, comme Limbo. Ouais. Mais un peu plus, on va dire, Mario. Voilà. Aussi un peu plus arcade, un peu plus Mario. Donc voilà, c'était vraiment nos principales inspirations, quoi. Est-ce que vous avez eu des soucis au niveau de la gestion des contrôles? Parce que là, vous avez décidé de simuler en fait les boutons d'un pad classique à l'écran. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait vraiment super bien. Il y a juste de temps en temps, sur une échelle, etc., c'est pas toujours évident de sauter. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Mais ça marche bien. Les contrôles sont cool. Et est-ce que ça a été compliqué, genre à bien régler, à bien équilibrer? Ça a été compliqué parce que tout le monde n'a pas la même taille de doigts, et que sur un écran, sur un pad, ça marche parce que voilà, on a tout de suite ses repères. Mais sur un écran tactile, on n'a pas le retour physique d'un bouton. Donc quand tu vas de gauche à droite, tu le sens pas. Donc ça, c'était très compliqué. Sur iPad aussi, c'était le plus compliqué parce que l'écran est gigantesque, mais on tient de manière complètement différente un iPad qu'un iPhone, donc il faut complètement réadapter son ergonomie, et c'est pour ça que sur iPad on a des contrôles un peu plus en arc de cercle, plutôt que sur iPhone où on est vraiment sur un truc droit. Physiquement on est comme ça, on est comme ça. Voilà. C'est juste qu'il y a un écart entre les mains en fait, et donc tout de suite ça fait... Enfin voilà, on a un réflexe de pencher les choses. Non, je vois tout à fait. D'accord, c'est vrai que j'avais pas pensé moi aux différences au niveau interface parce que je joue plutôt sur iPad que sur iPhone, et j'avais pas fait gaffe. Bah c'est plutôt bien. Tant mieux. Ça veut dire qu'on a fait du bon boulot, c'est plutôt bien. Non, ça marche bien. Et on va conclure donc cette émission donc avec a priori donc vous êtes en train de travailler sur une version PS Vita de Jazz Trance Journey. Une petite version PS Vita. Donc vous avez déjà le kit, vous êtes en train de bosser dessus là en ce moment, ou alors on est dessus. Le concept a été approuvé auprès de Sony. Les kits vont vraiment pas tarder. Donc là on va foncer dedans pour que ça soit disponible au plus vite. Donc on espère premier trimestre de cette année et sinon début du deuxième. D'accord. Est-ce que du coup, visuellement, est-ce qu'il y a des choses que tu vas pouvoir rajouter, que tu as envie de rajouter, ou que tu voulais mettre la version... Je vais me lâcher. Non, parce que clairement, il y a pas mal de... Vu qu'on appuie les boutons à l'écran, tout de suite on voit plus de choses. Donc en plus on aura éventuellement la puissance de la machine, etc. Donc les FX et tout. C'est cool. Non, l'idée c'est vraiment d'augmenter encore plus la qualité visuelle du titre et de se faire plaisir sur cette console.
console qui va justement nous débloquer beaucoup de choses avec tous les contrôles qu'elle propose, quoi. Donc Ok. non. Et quid de version Android, éventuellement Windows Phone, est-ce que c'est prévu? C'est prévu, ça va venir aussi. Android, on va s'en charger très prochainement aussi. Vous avez une date ou pas trop pour Là, il y a moins de dates parce qu'on est axé vraiment sur la PS Vita, mais ça viendra pas ça viendra pas après la PS Vita, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup Merci d'avoir de nous participé à cette avoir émission, reçus. de nous avoir filé toutes Merci ces à petites vous, merci à infos. Et vous. puis bon boulot pour Jazz. J'espère que la version PS Vita, le développement va bien se passer. Il n'y a pas de Et puis raison. on aura peut-être l'occasion de se revoir à ce moment-là. Avec plaisir. Et donc bon courage et bossez bien. Merci de nous Merci. avoir suivis et à très bientôt.